Bonjour à tous et bienvenue sur le Neuropsychovlog. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, elle ne concerne pas une thématique spécifique. Je vais plutôt présenter un ensemble de quelques syndromes neurologiques que je trouve personnellement complètement dingues. Alors je précise tout de suite que ce classement est totalement personnel et que si jamais vous connaissez d'autres syndromes neurologiques qui vous surprennent énormément, qui vous paraissent complètement dingues, vous n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Et voici notre numéro 1. L'aphasie de Wernicke. Alors je commence par ce syndrome-là parce que c'est sans aucun doute le plus célèbre, le plus connu. L'aphasie de Wernicke est un trouble du langage qui a été décrit pour la première fois par Karl Wernicke en 1874 dans son ouvrage Der aphasische Symptomkomplex. Ton accent en allemand est encore pire qu'en anglais. Ah non, tu commences pas. À l'heure actuelle, on distingue plutôt les aphasies dites fluentes, où le rythme du langage est préservé, par rapport aux aphasies dites non fluentes, où le rythme du langage est altéré et ralenti. L'aphasie de Wernicke est une aphasie fluente, le langage est tout à fait rapide, mais qui se caractérise par une altération massive de la compréhension et de la compréhensibilité du langage. Attends, tu veux dire un petit peu comme ce que tu es en train d'expliquer, là, on comprend rien. Compréhensibilité ? Je m'explique. Dans l'aphasie de Wernicke, le patient ne comprend pas ce qu'on lui dit. Et son langage est incompréhensible, très fluent, mais incompréhensible. Voici une petite vidéo trouvée sur internet présentant le langage d'un patient atteint d'aphasie de Wernicke. Comment vous appelez-vous? Quel est votre nom? J'ai un esprit d'essor. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai des ôtés abrandissants. Ce sont des poseaux que j'avais avec l'ancien que j'ai aspiré le déremontage. J'ai perdu un peu en ce moment. Ok, donc le patient ne comprend pas ce qu'on lui dit et nous on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Ok, bon, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais je trouve pas ça particulièrement dingue. C'est vrai, ce qui est dingue dans l'aphasie de Wernicke, c'est que le patient ne se rend pas compte qu'il ne comprend rien et ne se rend pas compte que son langage n'a aucun sens. Pour lui, il comprend parfaitement et son langage est tout à fait intelligible. Passons maintenant au deuxième syndrome. Le blind sight. Le blind sight, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Alors avant tout, le blind sight, il en existe deux formes différentes. Là, je vais en présenter seulement une. La deuxième aura sa propre vidéo. Si on voulait présenter très rapidement, c'est que le blind sight, c'est ça. Le blind sight, c'est un patient qui est aveugle, qui souffre de cécité, mais qui est quand même capable de réaliser certaines tâches visuelles. Alors pour pouvoir expliquer le blind sight, il faut reprendre un petit peu l'anatomie des voies visuelles. Je passe très rapidement dessus. L'information visuelle est captée par l'œil, par la rétine, et est transmise au cerveau par un signal électrique en passant par le nerf optique, jusqu'à des structures situées dans les thalamies qui s'appellent les corps genouillés latéraux. Les thalamies, ce sont des espèces de regroupements de neurones, de substances grises, qui font partie de ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, qui sont très importants dans le transfert, dans le relais des informations sensorielles. L'information visuelle est ensuite transmise depuis les corps genouillés latéraux jusqu'au cortex occipital, aux aires visuelles primaires, par les radiations optiques. Dans le phénomène de blind sight, on va observer chez le patient des lésions occipitales bilatérales qui vont se traduire par une cécité corticale. Le patient est aveugle à cause de lésions corticales présentes dans son cerveau. Or, ce qu'on constate, c'est que ces patients sont capables de réaliser des tâches d'évitement. Ils ne se cognent pas aux obstacles ou aux objets qui se dirigent vers eux. Alors, comment expliquer ce phénomène? En fait, les lobes occipitaux vont avoir pour rôle de gérer la vision consciente. Là, je précise que je fais un gros raccourci, mais c'est beaucoup plus clair pour cette vidéo.
Les corps genouillés latéraux ont, eux, pour but de permettre d'éviter très rapidement un obstacle ou quelque chose qui se dirige rapidement vers nous. Attends, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi ça c'est pas géré par les lobes occipitaux tout simplement? Ben c'est tout simplement parce que l'identification consciente de ce qui nous arrive dessus, ça demande du temps. Et ce temps-là, dans certaines conditions, il peut être extrêmement précieux. Quelque chose m'arrive dessus, regardons bien. Si ça se trouve, ce n'est qu'un petit papillon, et alors je ne risque pas. Ça, c'est dans le cas où seuls les lobes occipitaux traitent l'information. Maintenant, si on a des corps genouillés latéraux fonctionnels... Wow, un truc fonce! Hop! Oh, c'était un camion. Je l'ai échappé belle. Pensez toujours à regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Troisième syndrome. L'akinétopsie. En voilà un qui n'est pas connu du tout et qui est extrêmement rare. L'akinétopsie, c'est littéralement l'absence de vision du mouvement. Dans le cerveau, il existe une zone qui est spécialisée dans la perception du mouvement visuel. Cette aire, c'est l'aire visuelle 5, elle se situe ici, et on utilise son nom abrégé V5. En cas de lésion de V5, le patient peut présenter ce qu'on appelle une akinétopsie, c'est-à-dire qu'il perçoit parfaitement les objets, il les identifie parfaitement, mais il n'est pas capable de repérer les déplacements. En fait, tout se passe pour lui comme s'il voyait une série d'instantanés des différentes positions des objets, sans être capable de lier le tout en un mouvement fluide. Alors ce type de trouble, c'est évidemment extrêmement handicapant. Imaginez un petit peu si vous deviez traverser une rue sans être capable de dire comment se déplacent les voitures qui sont autour de vous. Un autre exemple beaucoup plus trivial, c'est comment pourriez-vous vous servir un verre d'eau si vous n'êtes pas capable de voir le mouvement de l'eau qui monte dans le verre. D'ailleurs, dans ces cas-là, les patients akinétopsiques ont une méthode, ils mettent leurs doigts dans le verre d'eau et en fait, ils perçoivent le mouvement en se référant aux informations tactiles. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ce que ça peut être de ne plus percevoir le mouvement alors qu'on perçoit correctement les objets? Si vous y arrivez, vous êtes vraiment très fort. Quatrième syndrome. L'hémiasomatognosie. Ouais, si c'est juste pour nous sortir des mots de plus en plus compliqués, ça valait pas le coup. L'hémiasomatognosie, c'est un mot qui est très compliqué, effectivement, mais le concept est extrêmement simple. Dans l'hémiasomatognosie, le patient ne reconnaît plus une moitié de son corps, en général la moitié gauche, comme faisant partie de son corps. Alors ce type de dysfonctionnement survient principalement suite à un accident vasculaire cérébral qui concerne en général le lobe pariétal de l'hémisphère droit. Dans ce trouble, le patient va considérer uniquement que la moitié droite de son corps lui appartient et va totalement négliger la partie gauche. Il va faire comme si elle n'était pas là. Ah oui, mais en fait ça ressemble beaucoup à l'héminégligence en fait. Oui, et c'est d'ailleurs très souvent associé à une héminégligence. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'héminégligence, je mets une petite fiche par là, sinon le lien en description. Dans certains cas, le patient héminégligent peut avoir conscience qu'il y a quelque chose à la gauche de son corps, mais ne va pas considérer qu'il s'agit d'une partie de son corps à lui. C'est vraiment un spectacle très particulier de voir un patient engueuler une partie de son corps. Mais monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous permets pas, mais qu'est-ce que vous faites de mon lit? Sortez d'ici, mais... Infirmière, infirmière, ce monsieur ne veut pas sortir de mon lit, mais partez! Dans ces cas-là, on peut voir des patients qui vont tenter d'expulser de leur lit d'hôpital une partie de leur corps. Ils peuvent parfois les frapper, ils peuvent parfois les engueuler, et j'ai même entendu parler d'un cas que je n'ai pas vu personnellement où un patient a accusé un médecin de lui avoir cousu quelqu'un d'autre sur le corps. Et enfin, le syndrome que je trouve le plus dingue au monde. Le syndrome du savant. Alors c'est sûr qu'à côté d'akinétopsie et d'hémiasomatognosie, le nom fait pas particulièrement impressionnant. Le syndrome du savant est extrêmement rare, il s'agit d'un cas où une lésion cérébrale
va générer chez le patient des capacités intellectuelles extrêmement efficaces dans un domaine précis en général. Un des cas les plus célèbres de syndrome acquis du savant, c'est le cas de Jason Paget. Jason Paget, c'était un vendeur de meubles américain qui s'est fait agresser dans la rue, il s'est pris un coup de batte de baseball sur le crâne. Après une courte période de coma, il rentre chez lui et il se découvre une obsession et un talent certain pour les fractales. Alors les fractales, c'est une branche des mathématiques, voilà à quoi peut ressembler une image fractale. Et si vous vous intéressez à ce sujet, si vous voulez un petit peu en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo sur le sujet de Mickaël Launay de la chaîne Micmat. Suite à son attaque, Jason Paget s'est donc mis à développer une obsession pour les fractales et à les percevoir partout. Pour le citer, les fractales étaient présentes partout et de manière évidente. Il en dessinait la journée à la main levée, il en rêvait la nuit, et il a même d'ailleurs fini par faire un cursus en mathématiques pour pouvoir vivre de sa nouvelle passion. Un autre exemple de syndrome du savant qui a été décrit par Oliver Sacks dans son livre Musicophilia, c'est celui du docteur Tony Cicoria. Le docteur Cicoria était chirurgien orthopédiste dans le nord-est des États-Unis. Il a été victime d'une électrocution, il a été en fait foudroyé au moment où il passait un coup de téléphone dans une cabine téléphonique. Suite à son électrocution, il a vécu un phénomène d'autoscopie. L'autoscopie, c'est le fait d'avoir l'impression de sortir de son corps et de se voir depuis l'extérieur. C'est un phénomène qui est décrit régulièrement en neurologie. Suite à l'électrocution, donc, le docteur Cicoria va se mettre à développer une obsession pour la musique. Il va se lever de plus en plus tôt pour pouvoir jouer du piano en permanence. Il devient vraiment obnubilé par la musique. Alors comment expliquer le syndrome du savant? Eh bien en fait il faut bien comprendre que suite à une lésion cérébrale, suite à un choc, le cerveau va automatiquement détecter le stress physiologique et va mettre immédiatement en place des mécanismes de neuroprotection. Parmi ces mécanismes, on va observer la création de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre les neurones, de manière à compenser une éventuelle mort neuronale dans le cerveau. Cette création de synapses, cette synaptogénèse va être extrêmement importante et une fois qu'elle aura eu lieu, les réseaux inutilisés vont disparaître. On va observer un élagage en fait des réseaux inutilisés. Dans le syndrome du savant, certaines de ces connexions vont se faire de manière telle à ce que le nouveau réseau va permettre au sujet de réaliser des tâches cognitives qu'il n'était pas capable de faire auparavant. Oui, parce que ça aussi, il faut que ce soit bien clair. Ce qui nous permet de réaliser des tâches cognitives, d'apprendre des choses, c'est la modification de nos réseaux cérébraux. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Alors elle était un petit peu différente des vidéos habituelles de la chaîne, mais je vais revenir sur un format un peu plus classique dans les prochaines vidéos. Ça c'était mon top personnel des syndromes que je trouve les plus extraordinaires en neuropsychologie, mais si jamais vous avez d'autres syndromes, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on pourra toujours en discuter. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, si elle vous a déplu, un petit pouce en bas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a un petit bouton, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.